Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de Di-On-Joue. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2022. J'avais pas encore eu l'occasion de vous le souhaiter. Il y a effectivement eu une vidéo qui est déjà sortie en 2022 mais qui avait été complètement tournée en 2021. Donc je profite de cette vidéo pour vous le souhaiter. Vous l'aurez compris, le sujet de cette vidéo est un sujet très difficile puisqu'il s'agit à Marina et à moi d'établir notre top 10 des jeux que l'on a préférés en 2021. Croyez-moi, c'est pas facile du tout. Et encore une fois, je le rappelle, ce sont les jeux qui nous ont le plus plu à nous. Donc ce sera en fonction de nos goûts que sera établi ce top. Allez, c'est parti! Cette vidéo, on y pense depuis Combien de mois on y pense? Des mois. Des mois que tu refais ton top 10, non? Des mois que je fais ma liste et que je refais ma liste et que je change l'ordre des choses, rien ne va plus. On s'est mis... Alors il y a deux contraintes. La première, c'est que les jeux qui vont apparaître dans ce top 10, ce sont des jeux qui sont sortis en 2021. Donc il y a des jeux auxquels on a joué et qu'on a adoré, mais qui ne sont pas sortis cette année, donc ils ne se retrouvent pas dans la vidéo. Oui. Ça, c'était un premier motif d'exclusion. Et le deuxième, c'est que les jeux dont on parle, c'est des jeux qui sont sortis en France et en Belgique. Donc pas les jeux anglais, donc Dinosaur Island, Roll and Ride, il ne peut pas se retrouver parce que il est dispo qu'en anglais pour le moment. Stroganoff, on n'a pas pu le mettre non plus. On n'a pas pu le mettre non plus parce que sinon Stroganoff, c'est sûr qu'il aurait été très... il aurait été très haut dans... Il aurait tout changé là. Oui, il aurait tout bousculé dans le top changement de... J'ai déjà dû supprimer des jeux, mais là j'aurais dû encore en supprimer. Non, ça aurait pas été possible. Mais du coup, peut-être l'année prochaine. Hein. Peut-être l'année prochaine, ouais. Et donc, on va commencer avec le 10e jeu de ce top des meilleurs jeux de 2021. Alors, Tu veux qu'on commence? Bah oui, commence, t'es l'invité, commence. Moi, le jeu... Ah oui, et alors, oui, parce qu'on n'a pas précisé, désolée, je te coupe. Hein. Mais ce qu'on n'a pas précisé, c'est que derrière moi, alors on voit pas très bien, mais c'est tout. J'ai mis derrière tous les jeux de 2021 auxquels on a joué. Enfin, en tout cas, la plupart se retrouvent là derrière moi. Et on connaît pas le top de l'une l'autre, hein, comme on l'a fait dans la vidéo des tops des jeux à 2 joueurs. Ce sera la totale surprise. À mon avis, on en a certains qui sont en commun, d'autres peut-être pas, mais bon voilà. Et du coup, on va sélectionner les jeux au fur et à mesure derrière moi dans la vidéo. Donc voilà, je te laisse commencer avec ton numéro 10. Oltré, c'est un jeu qu'on a découvert à Essen et c'était un petit coup de cœur. D'ailleurs, je pense que Thibaut m'a vu 3 ou 4 fois sur le stand. La fille qui décollait pas du stand, quoi. Le gars, à chaque fois qu'il se retournait, t'étais là à une table. Avec des gens que je connaissais pas, je peux venir jouer. Oui. Donc Oltré, c'est un jeu dans lequel on incarne des patrouilleurs. Donc c'est un jeu narratif et d'aventure. Donc on incarne des patrouilleurs qui ont un pouvoir spécifique chacun. Et on va devoir résoudre des objectifs pour mener à bien la mission de fin. On va devoir collecter des ressources pour construire, résoudre des péripéties, aider des villageois. Le premier scénario m'avait vraiment totalement convaincue. Le deuxième m'a un peu moins emballée et du coup j'ai hâte de tester quand même les autres scénarios pour me fixer sur mon idée définitive. Donc voilà, c'est mon numéro 10. Oltré, c'est ce qu'on appelle du Tower Defense. Donc c'est un peu comme Ghost Stories ou comment il s'appelle l'autre, Last Bastion, mais en beaucoup plus accessible, je dirais, au niveau difficulté. L'accent est un peu plus mis sur le côté narratif ici, mais en termes de difficulté, on peut toujours aussi varier les difficultés. En fait, il y a des missions qu'on peut accomplir et du coup, on peut choisir la difficulté qu'on veut. On peut aussi choisir la longueur du scénario, mais il y a très peu de parties. Je pense qu'il y a que une ou deux versions courtes. Oui, parties courtes et après c'est toutes des parties longues. Moi j'ai bien aimé Oltré, mais en fait la raison pour laquelle il ne se trouve pas dans ce top, c'est que c'est un jeu qui se veut narratif et c'est vrai que la narration elle est chouette. En fait la chronique qui se constitue de pages qu'on va tourner et qui ressemble un petit peu à un livre. Hein. Alors là, et là je refais une parenthèse, mais les illustrations elles sont incroyables. Le jeu il est d'une beauté, franchement même l'intérieur... Ouais. Tout est hyper joli, de bonne qualité, les illustrations, le matériel, ça, franchement, il n'y a rien à redire, c'est très beau.
Mais moi du coup au niveau de narratif, ce que je reproche c'est que il y a parfois un petit manque de cohérence et qui est dommage pour un jeu qui se veut narratif. Par exemple on va avoir des... Alors je sais plus si c'est... Non, c'est les problèmes. Je pense que c'est les problèmes. Pour les villageois ? Oui, qui vont venir s'accumuler autour sur le plateau, et il y en a un qui va dire il y a une famine parce qu'il y a de la sécheresse et du coup toutes les récoltes ont péri, et puis on va tirer une carte qui va être au même endroit sur le plateau, inondation, tandis que la famine pour la sécheresse est là. Donc voilà. Pour un jeu narratif j'aurais aimé que ça n'arrive pas. Mon numéro 10, je sais pas vraiment si ce jeu doit se placer en position 10 ou pas. La raison c'est que c'est un legacy et je viens juste de le commencer, donc j'ai envie de le mettre, mais peut-être qu'en fait il pourrait se retrouver en position 4 ou 5 après plusieurs parties, mais bon, pour le moment comme je suis juste au stade de la découverte, par précaution je le mets en numéro 10. Okay. Bon, ce jeu, je suppose que toi tu l'as compris, c'est Ion Sent Legacy. Qu'on ne voit plus derrière la boîte. Tellement la boîte elle est immense. C'est un jeu de deck building coopératif. On va battre des monstres tout en tentant de protéger notre cité. Le jeu de base de Ion Sent, moi je ne le connais pas. La seule référence que j'ai en termes de deck building coopératif, c'est Harry Potter Battle of Hogwarts, et du coup le Toy Story qui est dans le même style. Qui est exactement le même mais avec un thème différent. Mais du coup Ion Sent je connaissais pas, donc j'ai commencé direct avec le Legacy et franchement on adore, mais on est qu'au début, donc voilà, on a plein de choses encore à découvrir. C'est pas avec moi qu'elle a commencé ce Legacy, donc, voilà. Moi je le remettrai. Il n'est pas dans mon top 10 du coup. Non, il peut pas se retrouver dans ton top 10. Je connais pas. Non, j'y joue avec mon copain qui est assez difficile en jeu de société, et ça clairement il adore. Il adore alors qu'il n'est pas patient pour les jeux très longs. Et les parties ça dure quand même plus ou moins 1 heure quoi. Très bon point positif pour ce jeu. Que du coup je dois seulement continuer à découvrir. Le numéro 9, il est juste ici. Je ne pouvais pas faire un top 10 sans un roll and write. Dans Paper Dungeon, du coup, on va devoir avancer dans un donjon pour vaincre des monstres en évitant des petits pièges et en accumulant des bonus. Seulement, le fait d'avancer dans le donjon va t'amener au boss final qu'il va falloir battre. Mais il ne faut pas arriver au boss final avant d'avoir fait évoluer ses personnages, parce que le problème c'est que si ton personnage n'est pas assez évolué, tu vas perdre des points de vie et tu vas te ramasser une raclée. Ça, mon gars, tu vas rien comprendre. Mais ça c'est vraiment un aspect qui est vraiment bien du coup au niveau de la thématique et de la logique, c'est que on a des personnages qui sont vraiment des noobs à la base, ils sont au niveau 1 et on va devoir vraiment les faire évoluer pour pouvoir battre les monstres. Ils sont de plus en plus difficiles à battre. Ça a l'air simple, mais il y a quand même quelques petites subtilités. Il faut essayer de bien gérer. Oui, mais c'est pas le roll and write que tu vas donner à la personne qui n'a jamais fait de roll and write de sa vie. Non, clairement non. Ou qui n'est pas hyper ou qui est un peu novice en jeu de société, tu vas pas donner celui-là. Non. Il est dans mes préférés, il est vraiment très très bon. C'est un très bon choix que je valide. Voilà, c'était mon numéro 9. Mon numéro 9, du coup c'est parfait puisqu'on reste dans la même thématique de donjon, puisque mon numéro 9 c'est Rush Out. C'est un jeu dans lequel on a déclenché la furie d'un sorcier parce qu'on est allé trop loin dans le donjon et on a réveillé le sorcier qui essaie de nous empêcher de sortir du donjon. C'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu frénétique qui se joue en simultané et c'est du 1 contre tous. Donc il y a une personne qui va incarner le sorcier et les autres qui vont incarner les héros qui tentent de s'enfuir. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer des dés tous en même temps et ce sera pour le premier qui complétera son paquet de cartes, donc ou bien le sorcier ou bien les héros. Et ce qui est vraiment très très bien avec ce jeu, c'est que c'est un jeu évolutif. Il y a différents modules. On va commencer avec le jeu de base et puis au fur et à mesure on va venir ajouter des modules qui vont introduire du nouveau matériel, des mécaniques différentes, des nouveaux points de règle. Et ça se fait de manière, je veux dire, très très bien dosée. C'est un jeu que j'aime beaucoup
et que j'adore faire découvrir. D'ailleurs, je te l'ai fait aussi découvrir. Oui, tu me l'as fait découvrir, mais c'est très dur de battre le sorcier. Hein. Très dur. Oui, et ça c'est le reproche qu'on peut faire au jeu, c'est que c'est vrai que niveau difficulté, du coup il y a du challenge, mais en même temps ça peut frustrer aussi parce que c'est très difficile de battre le sorcier. Et tu fais une très bonne sorcière. Ah merci. Merci. Ah, les pionniers. Toute contente. Ah oui, j'ai vraiment adoré les pionniers. Mais c'était difficile parce que pour moi, tous les jeux que j'ai mis méritaient pas d'être si bas en fait. Dans les pionniers, nous allons chacun à notre tour lancer des dés qui ont différentes couleurs et sur lesquels il y a différents symboles. Ces différentes couleurs représentent différentes calamités contre lesquelles on devra se prémunir. Quand on va choisir son dé, on va pouvoir le choisir en fonction du symbole qu'il y a dessus. Soit on prend le bonus qui est associé, soit on vend la marchandise qui est représentée sur le dé, ou alors en fonction des cartes qui sont placées sous les symboles, on va pouvoir recruter des colons. Chacun à notre tour, on va choisir un dé et il va rester un seul dé. Et ce dé fera avancer une des calamités. Donc on sera quand même parfois un peu tenté de laisser une couleur qui embêtera un petit peu ses copains, mais il faudra faire attention vraiment à se prémunir. Donc si c'est la maladie, il faudra avoir assez de médicaments pour ses colons, si c'est la famine, assez de foin pour nourrir ses vaches, et ainsi de suite. Ouais, et si tu vois que quelqu'un n'a pas assez de médicaments, tu te dis oh, je vais peut-être laisser cette couleur, comme ça il sera bien dans la merde. Ça se joue hyper facilement, ça va assez vite, ils disent 45-75 minutes, ça va vite, le matos il est vraiment bien, oui c'est un beau jeu que moi j'aime beaucoup, c'est aussi un jeu qui m'a beaucoup plu cette année. Voilà, du coup ne le range pas puisque moi c'est à la 8e position. Ah ouais. Je l'aime bien parce que j'aime bien le côté avec les calamités où on peut embêter les gens. En même temps c'est familial donc c'est accessible et on peut y jouer très facilement. Donc oui ça a été une très très belle découverte de cette année. T'en as bien parlé donc je vais pas revenir sur la mécanique de jeu. Welcome to the Moon. Je peux réexpliquer un petit peu Welcome to, on connaît quand même un peu le principe, c'est un flip and write dans lequel on va retourner des cartes avec différents numéros qui seront associés à différents symboles et on devra indiquer ces numéros en fonction des contraintes, dans l'ordre croissant. Des quoi ? Et des contraintes. T'as dit des contraintes ? Des contraintes. Différentes contraintes. Ça devra être mis dans la rangée du symbole et par ordre croissant. Donc voilà, en faisant attention aux erreurs système parce que dans Welcome to the Moon, on a des petites erreurs système. Donc voilà, c'est l'univers qui est vraiment assez plaisant, flip and write, que dire de plus, à part le mode campagne. Ah oui, oui. Que dire de plus, à part qu'il y a un mode campagne, il y a 8 jeux différents à faire. Oui, c'est peut-être intéressant de le préciser quand même. C'est quand même intéressant de le préciser. Oui, parce que dans Welcome to the Moon, il y a un aspect campagne. Donc, il y a 8 aventures différentes, comme tu l'as dit, qui peuvent se jouer indépendamment, dans n'importe quel ordre. Mais ce qui est intéressant, c'est de les jouer dans l'ordre de la campagne et de suivre l'histoire de la campagne. Je suis plus ou moins au début, entre le début et le milieu de ma première campagne, mais je sais très bien parce que j'en ai entendu parler autour de moi, parce que j'ai des personnes que je connais qui ont rejoué plusieurs fois. La rejouabilité, elle est très très bonne et la campagne elle est très très bien écrite. Elle est écrite avec beaucoup d'humour, c'est très chouette à lire et en fait c'est vraiment comme si on avait 8 jeux en une seule boîte. Et ça c'est cool. Mon 7e jeu à moi, c'est un jeu je suis sûre qu'il ne se retrouve pas du tout dans ton top. Parce que moi mon 7e jeu c'est Fort. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne mais j'en reparle encore dans cette vidéo parce que là il vient de sortir en français donc je peux le mettre dans le top de cette année 2021. Fort c'est un jeu de deck building avec des petits twists qui sont très intéressants. Donc on va jouer principalement une carte pour faire une action et on va prendre les autres cartes de notre main si elles ont le même symbole pour faire une action on va dire de plus forte. Et les cartes qu'on n'aura pas utilisées, on va les mettre devant son plateau. Et en fait, ça représente les enfants les copains avec lesquels on n'a pas joué. Et du coup, comme on n'a pas joué avec eux, peut-être que nos adversaires les prendront parce que eux voudront jouer avec. Donc ça, c'est un peu dans la thématique du jeu. Et puis... Il est vraiment mignon. Bah oui, les illustrations de Kyle Ferrin, encore une fois, je ne fais que me répéter sur cette chaîne, mais j'adore les illustrations de Kyle Ferrin, c'est vraiment mon illustrateur préféré, et donc
Bah déjà, moi quand je vois ça, je craque, j'achète, prenez mon argent. J'ai même des posters de Kyle Ferrin, enfin pas de lui, hein, mais qu'il a dessiné. C'est pas le jeu de deck building qu'on va donner aux gens qui n'ont jamais fait de deck building, parce que ça prend quand même 1 ou 2 parties afin de bien maîtriser le jeu, parce qu'il y a des petites subtilités. Ouais. Mais moi j'adore, je l'aime vraiment bien, j'aime bien l'univers et voilà, je pouvais pas ne pas le mettre dans mon top. Là on est au 6e. Le 6e... My City. Pourquoi non? 6e? Mais j'ai pas eu le choix. En même temps j'ai perdu, hein, donc il pouvait pas être plus. Oh, genre t'as gagné aux autres? Non. Les pionniers si. Ah oui, c'est vrai. Ouais. À chaque fois. Mais il est plus haut pourtant. Et il est plus haut, oui. Il fallait faire des choix. Mais My City, ça a été quand même un gros coup de cœur. Quand on l'a commencé, on a eu un peu de mal à s'arrêter. Donc ouais, c'est clair. My City, c'est du placement de tuiles, un peu à la Tetris. Mais on en avait déjà un petit peu parlé aussi. Hein. Le but, ça va être de construire sa ville. Au début, c'est très simple. On a un champ et on a une rivière. Et en fonction des couleurs qui représentent différents bâtiments, on va devoir les placer et ça va scorer. Ce qui est bien, c'est que c'est du legacy. Et j'aime bien le fait de d'écrire, déchirer, et voilà, ça c'est un truc que je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi j'aime bien. Et puis découvrir les enveloppes, ouvrir toutes les 3 parties, d'ouvrir une nouvelle enveloppe qui va complètement chambouler les façons de scorer, qui va amener du nouveau matos, etc. Qui va amener des nouvelles règles, donc voilà, des nouvelles façons de faire des scores, des nouvelles règles et plein de petites surprises. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'à la fin de la campagne, vous ne devez pas jeter la boîte parce que de l'autre côté, il y a une version permanente, voilà, de jouer de manière non legacy. Oui, parce que normalement les legacy, une fois qu'on a fini le jeu, on le jette on le jette à la poubelle parce que voilà, il n'y a plus rien à faire. C'est vrai qu'ici il y a un mode permanent qui permet d'y rejouer aussi à l'infini. Mais bon, faut pas se leurrer, c'est quand même l'aspect legacy qui est intéressant. Oui, bien sûr. Mon 6e à moi, Welcome to the Moon, dont on a parlé précédemment, donc je n'ai rien grand chose à rajouter, si ce n'est que c'est du coup le flip and write qui va être très très difficile de détrôner. Ça va être vraiment difficile de faire mieux que ça. Dans les flip and write, franchement, déjà la version de base de Welcome to, c'est un classique qui est, on va dire, un petit incontournable de beaucoup de personnes. Et celui-ci, franchement, avec les nouvelles mécaniques, les 8 jeux différents qu'il y a dedans, ça va être vraiment très 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 difficile de faire mieux. C'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes, donc vraiment je vous le conseille. Il faut qu'il aille avec celui-là. Ah ok. Voilà, parce que bon, l'extension est quand même super mignonne, donc elle méritait ta place dans la vidéo. Everdale, placement d'ouvriers, et c'est du deck building, non? Non, c'est du engine building, on appelle ça. C'est une construction de ville. Ah ok. Mais c'est pas du deck building. D'accord. Pas du tout. Je viens d'apprendre un nouveau terme. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a du placement d'ouvriers, il y a de l'engine building, il y a de la collection de cartes. Oui. Voilà. Donc voilà. Et alors, objectifs. Oui, et on représente des petits animaux de la forêt. Donc les ouvriers sont des petits animaux de la forêt. Il est vraiment vraiment magnifique ce jeu. Du coup les ouvriers, on en a de plus en plus, donc en fait on devient de plus en plus fort au fur et à mesure du jeu. Et puis comme on aura collecté des cartes, certaines cartes s'activent dès qu'on vient placer des nouvelles cartes. Donc en fait on vient vraiment, notre jeu c'est comme vraiment un moteur et ça va de plus en plus produire et être de plus en plus fort au fur et à mesure du jeu. Et l'extension qui est vraiment très belle. Là, dans cette extension, on a des petits amphibiens en plus, donc des petits ambassadeurs qu'on va envoyer explorer l'océan pour avoir des nouvelles cartes, pour collecter des nouvelles ressources. Les perles sont juste trop magnifiques. Et alors, on aura aussi des nouveaux petits bonus, des nouvelles merveilles à collectionner qui vont rapporter des points en fin de partie. Je trouve que ça rapporte quand même une belle difficulté dans le jeu, parce que c'est pas forcément très simple de collecter des petites perles pour avoir les cartes. Ouais, c'est pas simple du tout et je sais pas si c'est ça vraiment qui fait gagner dans le jeu, mais oui, ça rajoute, on va dire, une petite mécanique en plus. Tu dirais que c'est indispensable de l'avoir avec le jeu de base ou pas? Non, je dirais pas que c'est indispensable. Mais si on aime bien le thème de l'océan, achetez-le. Tu vas me détester. Pourquoi? Parce que en 5e position, j'en ai 2. Mais je vais expliquer pourquoi il y en a 2. Je mets donc Léo Fourneau et
It's a Wonderful Kingdom. Léo Fourneau, c'est un jeu auquel j'ai accroché immédiatement. C'est un jeu qui c'est dans le milieu industriel. Donc on va faire tourner des usines pour produire du métal, etc. Et pour avoir de la thunasse, puisque c'est ça qui fait qui fait gagner dans le jeu, c'est d'avoir de la thune. Donc il y a plusieurs phases. Il y a une phase d'enchère et puis il y a une phase de programmation. Donc programmation comme dans It's a Wonderful World. On va venir activer des cartes, faire des chaînages et hop, on va venir faire produire ces petits son or, son charbon qu'on va transformer, etc. La phase d'enchère, elle est vraiment bien. Il y a un petit peu de bluff aussi parce que on va vouloir soit récupérer la carte si on a le chiffre le plus élevé ou si on n'a pas le chiffre le plus élevé. Donc si on n'a pas le 4, qu'on a un 1, 2 ou 3, eh bien on va avoir le bonus qui est au-dessus. Et parfois, la carte, elle nous intéresse pas, mais on veut juste le bonus. Et du coup, il y a des petites, un petit aspect bluff que j'aime beaucoup. Franchement, il est vraiment bien. Et pourquoi il est au même niveau que It's a Wonderful Kingdom et pourquoi il y a les deux? Parce que celui-là, il ne se joue bien qu'à partir de 3. Tandis qu'It's a Wonderful Kingdom, il se joue exclusivement à 2. Et ce sont tous les deux des jeux de programmation. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux là. Je ne suis pas... T'es pas d'accord? Je ne suis pas satisfaite avec ton justificatif. It's a Wonderful Kingdom, c'est un jeu qui mêle draft et planification, production. Donc la deuxième phase, elle ressemble, elle est assez similaire au Fourneau, mais la première phase, c'est une phase de draft. Celui-ci se joue exclusivement à 2. C'est un draft qui est un peu particulier aussi. Il y a beaucoup de bluff par rapport au It's a Wonderful World. Je dis ça parce qu'il est en haut de l'étagère. Par rapport à celui-là, il y a plus de bluff parce que la phase de draft est assez spéciale. On doit mettre 2 cartes au centre de la table, d'un côté ou de l'autre, et notre adversaire va choisir un des 2 paquets. Parfois, on pourra mettre des cartes qui sont face cachée. Et parfois, c'est des mauvaises cartes qui font perdre des points, ou parfois on bluffe. Franchement, il est bien, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est obligé de jouer avec un des modules du jeu. Il y a plein de modules différents qui viennent apporter plein de petites mécaniques qui diffèrent à chaque fois. Donc vraiment c'est un tout bon jeu. On n'y a pas joué beaucoup parce qu'on vient de le découvrir ce week-end et pourtant j'ai tout de suite adoré. Ouais, il était vraiment sympa, j'avoue. J'ai pas gagné mais quand est-ce que je gagne? Je peux y aller? Oui, t'es bon, tu peux y aller. Tu peux nous parler de ton numéro 4. Praga, c'est un jeu dans lequel on incarne des citoyens fortunés qui allons investir dans l'ancien Prague. Je savais même pas que c'était ça le thème du jeu. Le thème, une fois qu'on l'a lu, après dans le jeu... On va avoir le choix entre 6 actions qui sont placées autour d'un rouage. Le rouage qui va tourner à chaque fois qu'on aura choisi son action. Donc il y a plein de façons de scorer, mais au final il n'y a que on va dire 6 actions. Donc il n'y a pas non plus une panoplie d'actions qui est incroyable, mais plein de façons de scorer différentes. Voilà, d'où le fait que ce soit compliqué sans être compliqué. C'est pour ça qu'il est en numéro 4 actuellement, parce que on n'a pas l'impression que je m'amuse quand on joue avec moi à ce jeu. Parce que je suis super frustrée, parce que je veux aller partout. Mais c'est impossible de faire des scores partout dans ce jeu. Et alors quand je vois les autres qui sont en train de faire ça, et que moi je suis plutôt sur le pont ou sur l'estrade, je me dis... faut que j'aille construire là-bas, quoi, c'est pas possible. Et c'est pas possible. Non, parce qu'on peut pas tout faire. Il y a trop de façons différentes de scorer, il faut pas trop s'éparpiller, il faut essayer d'avoir une ligne directrice parce que oui, il y a moyen de s'éparpiller partout dans le jeu, c'est pas forcément ça qui va faire gagner. En plus, il est très beau. Généralement, ce genre de jeu, c'est assez moche. Enfin, moi, c'est pas un style qui me... Je peux pas dire que c'est moche, je dois dire que c'est un style qui ne me plaît pas. Celui-ci, il est vraiment très très beau et franchement, il est très bon. Pour moi, c'est le meilleur jeu expert qui soit sorti cette année. Il sera donc ton numéro 1. Je sais pas si ce sera numéro 1, je dis pas, mais... Je le remets pour venir tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le numéro 4. Destiny, c'est un jeu d'aventure qui se joue à l'aide d'une application. Et c'est compétitif, hein, c'est pas du tout coopératif. C'est un jeu dans lequel on va avoir 2 destinées à accomplir. Alors au départ, on lit la destinée, on sait pas trop ce qu'on va devoir faire. Et en fait, c'est en interagissant avec les PNJ, donc les personnages non joueurs du jeu, qu'on va comprendre ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. L'application fait que c'est
incroyablement fluide. Oui. Les règles, elles s'apprennent en 5-10 minutes. Clairement. Et puis on n'a plus besoin de retourner dedans du tout parce que l'application elle est bien faite, elle gère tout. Il y a une temporalité, il y a une belle... Enfin je veux dire il y a de la logique aussi. Hein. Donc c'est-à-dire que si vous allez dans une maison et que vous choisissez de faire une action avec une torche et que c'est une vieille maison en bois, la maison elle va brûler. Elle sera plus sur le plateau. Et vous aurez plus l'occasion d'aller faire quoi que ce soit dans la maison parce qu'elle aura cramé. Les scénarios ils sont top. Franchement le jeu il est vraiment, c'est un super jeu et ce sont vraiment des belles aventures qu'on vit. Il y a plein de matos, il y a plein de figurines et franchement pour un jeu qui se joue avec une application, donc une application qu'il a fallu développer et toutes les figurines qu'il y a, le jeu il a un rapport qualité-prix. Franchement, il est incroyable. Si vous aimez les jeux narratifs, les jeux d'aventure, franchement, n'hésitez pas, c'est le jeu à avoir. Clairement. Numéro 3, les sombres royaumes de Valéria. Non, j'ai vraiment adoré ce jeu. J'ai vraiment adoré ce jeu. J'avais déjà eu un coup de cœur pour Valéria le royaume, mais celui-là, on l'a testé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et c'est du placement d'ouvriers. Voilà, j'adore le placement d'ouvriers. Donc cette fois-ci, on va incarner dans les sombres royaumes de Valéria un petit hordeux qui va vouloir faire régner le mal, et donc on va devoir... Petit hordeux. Bah oui, c'est vrai, hein, t'as des petits trolls et des machins, voilà, des squelettes de la mort, voilà. Petit hordeux quoi. Et donc nous allons placer notre petit personnage sur le plateau central pour pouvoir faire une des actions qui est associée. On a aussi un petit plateau personnel sur lequel il y a des emplacements où on pourra prendre les dés, parce qu'il y a des dés sur le plateau central qu'on pourra prendre, les placer sur son plateau personnel et les mettre en attente pour la programmation des combats. Et une fois qu'on aura réussi à programmer des cartes, on va pouvoir débloquer des endroits qui sont bloqués sur son plateau central. Et en fait c'est ça qui est bien parce que je dois dire que les sombres royaumes de Valéria c'est un jeu dans lequel il y a plusieurs mécaniques qui existent déjà. Le jeu il est très bien, moi je l'adore, mais les mécaniques n'ont rien de révolutionnaire. Par contre, je veux dire, le plateau personnel avec les emplacements qu'il faut débloquer pour, on va dire, pimper un petit peu son plateau personnel, ça existe déjà, mais c'est un peu moins courant. On voit ça dans Hansa Teutonica, par exemple, où on doit venir débloquer des emplacements pour améliorer son plateau personnel. Donc voilà, ça existe, mais c'est moins courant. Alors, du coup, en numéro 3, Everdell, dont on a déjà parlé. C'est un jeu que j'adore. Il n'est pas non plus révolutionnaire dans sa mécanique, mais franchement, toutes les mécaniques de jeu, poste d'ouvrier, collection de cartes, développement de sa ville, ça se combine super bien entre eux. Le jeu il est super beau et je sais pas, il y a un truc qui m'attire dans ce jeu parce que, je sais pas comment expliquer, mais il est beau, ça fonctionne bien, moi je l'adore et je voudrais toutes les extensions. Mon numéro 2 c'est Destiny et je vous présente ici la mer de sable. Donc je ne veux pas réexpliquer, hein. C'est toujours le même principe, mais il y a juste d'autres personnages, d'autres lieux à explorer. Et puis une nouvelle thématique, hein, parce que là ça se passe dans le désert d'Arabie. Oui, on est dans les croisades, les croisés qui assiègent une ville. On sent une petite présence mystique, mais on ne sait pas très bien encore ce que c'est. Hein. On n'a pas encore atteint ce moment-là. On va pas trop dévoiler non plus. Non, je veux rien dévoiler du tout. Achetez-le, vous verrez bien. Du coup, ton scénario préféré dans tous les Destinies? Dans tous les Destinies, c'est difficile. Parce que j'aime beaucoup le thème de celui-ci, mais il est beaucoup plus frustrant pour moi. Ce qu'il y a, c'est qu'il est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup plus d'informations, de choses à retenir. Et celui-ci aussi, il intègre deux nouvelles mécaniques. Enfin, il y a les labyrinthes. Oui, et les donjons. Les labyrinthes, les donjons. Donc, il y a aussi, ce qui diffère, c'est qu'il y a des choses à apprendre, par exemple à la bibliothèque. Qu'avant, il n'y avait pas ce genre de... Donc oui, il y a des petites... il y a des petites mécaniques en plus par rapport au jeu de base. C'est vrai que l'ambiance, elle est vraiment chouette. La bande-son... Elle est trop bien. La voix du narrateur et la bande son. Ouais. Pour moi, je suis totalement d'accord. Je l'ai écrit sur. C'est mon petit
préparation, mais la voix du monsieur cœur. Je comprends qu'il soit en numéro 2, j'ai vraiment hésité, je l'ai mis en numéro 3, mais c'est vrai que ce jeu il est vraiment incroyable. Ça a été vraiment une très 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 belle découverte cette année. Mon numéro 2, c'est Praga, comme je le disais, c'est mon jeu expert de l'année. Il est trop bien. Ouais. Quand on y joue, on a vraiment envie d'y rejouer pour peaufiner sa stratégie. En plus, la rejouabilité elle est incroyable parce qu'il y a plein de tuiles, il y a plein de façons de scorer. Et puis il est très 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 beau. Franchement, c'est une très belle réussite. J'adore ce jeu. Il n'est pas en numéro 1 parce que j'ai préféré mettre un jeu plus accessible, et qui m'a procuré des sensations différentes, on va dire. Mais franchement, il est vraiment excellent. J'adore ce jeu. Witchstone, c'est mon coup de cœur de l'année 2021. C'est mon petit bébé. Je l'ai ressorti. À chaque fois que quelqu'un vient, je dois lui faire découvrir Witchstone. Je l'adore. Witchstone, le but du jeu, c'est de devenir le maître ou la maîtresse de la pierre des sorcières. Et là, c'est beaucoup plus familial qu'un Praga, plus accessible, parce que là, il y a aussi plein de façons de faire des scores, mais on peut être partout. Ça, c'est génial. Et donc, on a un grand plateau central, avec les différentes actions et la grosse pierre de sorcière, et on a un petit chaudron devant soi. Et le but du jeu, ça va être de placer des tuiles dans son chaudron, et sur ces tuiles, il y aura 2 actions différentes parmi 6. En plaçant ces tuiles, on va activer les différentes actions. Ce qui est vraiment bien dans ce jeu, c'est qu'on n'est pas forcément limité à 2 actions. Enfin, si, on est limité à 2 actions, mais on pourrait le faire plus de fois que prévu. Si dans le chaudron, on arrive à associer un symbole, à coller un symbole avec d'autres symboles identiques, on pourrait faire le nombre de fois d'actions du symbole. Plus on a de symboles identiques qui sont adjacents les uns et les autres dans le chaudron, plus on va faire une action qui sera plus forte, donc on va faire plus de fois cette action. C'est mon bébé. Moi je l'aime bien, je trouve très chouette. J'aime bien le thème aussi. Et puis le look, je sais pas, je trouve que le look il a un petit aspect vintage. Oui. Qui est assez sympa. Il est pas. Moi, il y avait peu de chances qu'il se retrouve dans mon top parce que je l'ai bien aimé. Je le trouve très chouette. Mais voilà, pour moi, ça reste un jeu, du connu. Mais il est très bien et j'y joue avec plaisir quand je le ressors. Quand elle me force à y jouer, ça va, je tire pas trop la gueule quoi. Et du coup, pour moi, mon numéro 1, c'est un jeu du même auteur. Ah bah oui. Bah ouais, c'est... Ah bah oui. Bah oui. Ah oui. C'est My City, du même auteur. Franchement, je suis très déçue que Marina l'ait mis si loin dans son top parce que quand on y a joué, on était vraiment hyper enthousiaste. On voulait tout le temps continuer, on voulait tout le temps ouvrir des nouvelles enveloppes. Donc tout a déjà été dit, mais My City c'est une très belle expérience de jeu. Il est hyper simple d'accès. Franchement, je peux le conseiller à des gens qui n'ont pas beaucoup l'habitude de jouer parce qu'il se prend facilement en main et en même temps il plaît aussi aux joueurs. C'est cette pose de tuiles polyomino, donc les tuiles qui ont cette forme de Tetris qu'on va mettre sur son plateau, avec à chaque fois des façons de scorer différentes en fonction de toutes les enveloppes qu'on va ouvrir. Nous on y a joué à 2, donc ça a l'avantage qu'on va pouvoir refaire une campagne puisque c'est du matériel pour 4 personnes. J'adore, peut-être que tout le monde comprendra pas ce choix, mais moi ça a vraiment été ma plus belle expérience de 2021. Je peux que recommander ce jeu, je l'adore vraiment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une version Roll and Write qui va sortir courant de l'année prochaine. Oh cool. Donc, c'est vrai, j'avais oublié ça. Voilà, c'était tout pour ce top. Moi je voulais quand même 2021. M'excuser pour les jeux que je n'ai pas mis dans ma liste. Parce que j'avais envie de mettre Hibachi. Il est tellement mignon ce jeu. Donc voilà, je voulais juste en parler parce que il était beau, il est là et... Non, tu peux pas. Non, je peux pas. Donc voilà, mais c'était, comme tu dis, c'était tout pour ce top 2021. J'espère que la vidéo vous a plu.
Je suis sûre que vous l'avez remarqué, il n'y a ni les ruines perdues de Narak, ni Dune Imperium dans cette vidéo. Et la raison, ce n'est pas que ce sont des jeux qui ne nous ont pas plu, mais c'est simplement qu'on n'a pas pu y jouer assez, on n'a fait qu'une partie de chaque et c'est vraiment trop peu pour s'en faire un avis. Je pense que ce sont des jeux qui méritent qu'on y joue un petit peu plus que ça, et aussi pour les départager. Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager, à vous abonner, et puis dites-nous en commentaire quels jeux vous ont les plus marqués en 2021, s'il y a des jeux que vous avez en commun avec nous. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!